Donc, on va passer dans la deuxième partie de ce programme. C'est vraiment un honneur d'accueillir Sylviane Agacinski pour cette conférence. On a beaucoup discuté déjà ce matin de la place des femmes en médecine, la place des femmes dans le soin en général, le rôle des patientes elles-mêmes, puisqu'on a eu des témoignages. Et donc, Sylviane Agacinski est philosophe et a toute une carrière dédiée au féminin. Et donc, on va avoir une conférence de Sylviane Agacinski qui s'intitule « Les femmes dans la médecine ». Merci beaucoup de nous accompagner dans cette journée qui est vraiment dédiée au féminin et aux pathologies cardiovasculaires de la femme et aux femmes médecins. Je remercie de tout cœur le professeur Montalesco qui a eu la gentillesse de m'inviter à vous rencontrer. C'est un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui et je dois vous demander de m'excuser d'être arrivée si tard, mais il m'était tout à fait impossible, contrairement à ce que j'avais prévu, de venir plus tôt parce que j'en suis très frustrée parce que je voulais venir aussi et peut-être même d'abord pour écouter les spécialistes, les médecins, les soignants, etc. et apprendre beaucoup de choses. Alors, nous avons choisi un peu ensemble, effectivement, le thème de les femmes dans la médecine. Et j'avais le choix entre plusieurs directions. J'aurais pu effectivement envisager de parler de la place des femmes dans les carrières médicales et toutes les carrières du soin, mais c'est un sujet plus spécifiquement sociologique et extrêmement important. J'aurais eu envie aussi de parler des femmes comme patientes et leur histoire spécifique, l'histoire de leurs épreuves physiques singulières, comme celle, bien sûr, de la maternité. Alors, je ne voulais pas faire de digression, mais je ne peux pas m'empêcher d'évoquer ma belle-mère Mireille, qui était sage-femme. Et elle m'a dit à la fin de sa vie, vous voyez, il y a une chose dont je suis très fière, c'est de ne jamais avoir perdu une femme. Et j'ai compris que dans les années où elle exerçait, eh bien, les femmes qui mouraient en couche n'étaient pas rarissimes. Et c'était son bonheur d'avoir évité cet événement terrible. Alors, pour ma part, et pour rester un tout petit peu dans mes cordes, j'ai choisi de traiter une troisième question qui serait la place des femmes et du féminin dans le discours médical et scientifique, et notamment face peut-être à aujourd'hui des développements d'un certain nombre d'idéologies ou de pseudo-théories qui s'éloignent assez nettement des approches scientifiques et médicales. Alors, comme vous savez peut-être, il y a un rapport lointain, ancien et intime entre la philosophie et la médecine. Par exemple, Platon, qui était quasiment contemporain d'Hippocrate, qualifiait la philosophie de médecine de l'âme, comme on a pu le dire ensuite pour la psychanalyse. Nietzsche, plus près de nous, a dit que le philosophe était un médecin de la civilisation, ce qui me paraît quand même très prétentieux et très hasardeux. Et je m'intéresserai davantage à un philosophe passionnant qui est Aristote et qui fut non seulement extrêmement intéressé par la médecine, il était fils lui-même de médecin et il a été, on peut le dire, fondateur de la biologie et de la zoologie. Il est l'auteur d'une très vaste œuvre faite de traités sur les êtres vivants. On a fait d'ailleurs l'erreur grossière de traduire ce terme de vivant, zoon, par le mot animal, en raison d'une culture évidemment tout à fait différente et pas du tout issue de l'Antiquité, comme si on était encore dans le clivage animal-humain, qui n'était pas du tout le cas des Grecs et en tout cas certainement pas celui d'Aristote, parce que pour lui,
les hommes faisaient essentiellement partie des êtres vivants. C'est pour ça qu'il les appelle un vivant politique, etc. Et Aristote n'avait de cesse d'ailleurs de réfléchir sur la comparaison entre les différentes espèces. Et pour vous montrer à quel point il ne faisait pas de l'homme, bien sûr il en faisait une exception parce qu'il avait le logos, la raison et le langage, mais pour vous montrer à quel point il n'en faisait pas une exception absolue opposée aux animaux en général, c'est qu'il écrit par exemple textuellement « Le cheval est le plus lascif des animaux après l'homme ». Donc quand on lit ça, on est assez surpris par cette vision antique. Alors on connaît beaucoup moins que Aristote le premier grand médecin qui était auteur d'un traité consacré aux maladies des femmes. Peut-être le connaissez-vous, il s'appelle Soranos d'Éphèse. Il vivait au début du IIe siècle, dans l'Empire romain, sous Trajan notamment et Hadrien, et il écrivait en grec. Ce grand livre est parfaitement passionnant parce que c'est le premier grand traité de gynécologie et d'obstétrique. Et par exemple, vous avez des chapitres entiers sur la menstruation, sur la grossesse, sur l'accouchement, qui à l'époque se faisait... Les femmes s'asseyaient sur un siège et on voit des dessins de ces sièges destinés à l'accouchement. Des pages aussi sur l'avortement et le nom de, par exemple, Embryosfact, qui était un outil permettant de faire avorter des femmes. C'est un outil qui avait été inventé par les Égyptiens. Donc moi, quand j'ai découvert ce texte, j'étais assez surprise de tous ces aspects. Mais l'un des points les plus importants, les plus étonnants, je dirais, de son texte pour nous, c'est qu'il établit un système de classification très étrange. C'est-à-dire, comment classe-t-il les femmes? Eh bien, d'une part, il classe les femmes, évidemment, comme la moitié du genre humain. C'est l'autre partie du genre humain, par différence avec les hommes. Mais il fait une autre classification qui est que les femmes appartiennent à l'espèce femelle comme toutes les autres femelles des autres espèces. C'est-à-dire qu'elles ont tout un genre commun, c'est le genre femelle, dans des espèces différentes, l'humanité, et puis il y a les femmes, comme il y a les gazelles, les brebis, les lionnes, etc. Alors cette classification est extrêmement étonnante pour nous, parce que, et même elle nous choque un peu, parce que nous avons pris l'habitude d'opposer, et sans doute pour une part à tort, l'être humain à toutes les espèces dites animales. Cette culture est d'origine strictement métaphysique, Platon et non pas Aristote, mais aussi théologique, biblique et chrétienne, dans la mesure où, dans cette culture-là, philosophique, métaphysique et théologique, eh bien, l'homme, nous verrons que c'est au masculin, ou vous savez c'est au masculin, est un être essentiellement spirituel, créé à l'image de Dieu. Et en ce sens, il n'a aucune espèce de parenté avec les animaux, c'est-à-dire le reste des vivants. Ça n'empêche pas que dans toutes les cultures, y compris la culture antique, l'anthropologie, je parle de l'anthropologie occidentale, mais on trouverait des choses comparables ailleurs, cette anthropologie est constamment androcentrée, pour dire très vite, c'est-à-dire qu'elle établit une hiérarchie entre les sexes, la femme étant justement identifiée à la part de l'être humain la plus animale, la plus naturelle, tandis que la part masculine est régulièrement la part spirituelle, rationnelle, réfléchie, créatrice, etc. Et on trouve ça évidemment dans les grands mythes bibliques. Ève, par exemple, qui veut dire la vivante, son nom veut dire la vivante, et le symbole d'une femme coupable et d'une femme
trop proche en quelque sorte de la chair. Alors, Sorano, comme Aristote, au fond, sont plus proches de nous, dans une certaine mesure, bien sûr, et de la vision scientifique moderne, puisque, au fond, c'est en raison de la ressemblance de l'homme avec d'autres espèces vivantes que nous faisons des expérimentations sur les animaux, en médecine, comme pour les médicaments, comme en pharmacie. Nous avons donc une conscience moderne extrêmement forte des analogies, ce n'est pas exactement la même chose, mais des analogies entre les organismes des animaux, notamment des mammifères, et notre propre corps organique. Mais, comme le soulignent nombre de scientifiques et de médecins, notamment de femmes, cette culture scientifique est aujourd'hui concurrencée par des idéologies, voire des pseudo-théories qui très souvent dénient aux humains finalement leur vitalité naturelle et considèrent que tout cela, comme les deux sexes par exemple, n'est pas du tout une réalité qui nous est donnée, mais est l'effet de construction culturelle et sociale. C'est particulièrement clair, non pas dans ce qu'on appelle le genre, mais plutôt la queer théorie, parce que le genre, ça sert vraiment à quelque chose, ça désigne vraiment les caractères sociaux, culturels attribués aux hommes et aux femmes. Le genre ne disqualifie pas le fait qu'il y a des hommes et des femmes. Et puis, tantôt aussi des idéologies qui considèrent que l'humanité doit absolument se libérer intégralement de sa vie naturelle grâce aux possibilités biotechnologiques. À mes yeux, cette dénaturalisation, je dirais même dévitalisation de l'humain, entre en contradiction non seulement avec l'expérience commune, mais encore une fois avec les connaissances scientifiques. Et là, on pourrait évidemment être très long, ce n'est pas la peine, mais depuis au moins Darwin, qui a vraiment inscrit notre espèce dans l'histoire des vivants et de leur évolution, Claude Bernard, qui a dégagé l'originalité de l'organisme vivant avec son milieu externe, les échanges, le métabolisme, et puis son milieu interne. Et puis, bien entendu, depuis tous les progrès et les développements de la biologie et de la médecine, je pense évidemment aussi à Claude Bernard, et puis aussi aux biologistes dont nous, simples philosophes en quelque sorte, que nous connaissons surtout à travers Monod, à travers bien sûr François Jacob, Alain Prochians. Tous ces écrits sont très très précieux pour nous parce qu'ils répondent à la question « qu'est-ce que le vivant et qui sommes-nous en tant que vivant ?» Et je pense par exemple à François Jacob qui m'a beaucoup éclairé au fond sur le lien indissociable pour notre espèce comme pour d'autres entre la natalité, la mortalité et la sexualité, la reproduction. C'est trois choses qu'on ne peut pas dissocier et il le montre vraiment très très bien dans la logique du vivant. Au fond, la singularité du vivant, elle tient au fait que, et moi j'ai découvert ça au fond au début aussi à travers la lecture de Bergson par exemple, parce que des philosophes ont tout à fait accompagné les progrès de la science. Ça s'est toujours fait, il y a toujours eu des résistances à ces progrès, à ces connaissances, et puis au contraire, des gens qui comprenaient, comme Bergson, le caractère tout à fait singulier d'un organisme vivant qui n'est évidemment ni comparable à un objet physique, ni comparable à un objet fabriqué. Et ce point est extrêmement intéressant. Alors, pour faire vite, je dirais par rapport aux idéologies, il faudrait que je surveille peut-être l'heure, vous me préviendrez parce que, bon, pour faire vite, par exemple, l'idée farfelue selon laquelle les deux sexes rebaptisés gender, mais au sens de la queer théorie, ne sont que des constructions socio-culturelles, elle me paraît éminemment obscurantiste et évidemment dangereuse. En effet, tous ceux qui travaillent sur la santé des femmes, médecins, biologistes, généticiens, mettent au contraire en lumière les caractères particuliers, non seulement de l'être humain, mais de l'homme et de la femme, par exemple en travaillant sur l'interaction des facteurs génétiques
et épigénétique dans le développement des caractères de chaque individu. Il ne s'agit donc absolument pas de nier le rôle extrêmement important du milieu, de l'environnement, des échanges avec le milieu. On sait depuis longtemps, par exemple, les effets de l'alcool, du tabac, etc. On sait qu'ils sont plus importants encore chez la femme que chez l'homme. Mais toutes ces études permettent aussi de montrer qu'il existe certaines inégalités entre les hommes et les femmes, ce qui va contre notre idéal d'égalité par ailleurs, mais ça c'est l'égalité selon la loi, ce n'est pas la même chose. Tous ces différences sont des critères d'inégalité face au risque de telle ou telle pathologie. Alors ça, vous connaissez ça mieux que moi, mais j'ai noté par exemple que nombre d'études attestent que l'autisme touche 4 à 5 fois plus les garçons, que l'anorexie touche 9 filles pour un garçon, que la maladie de Parkinson atteint 2 fois plus d'hommes que de femmes. Et il y a quelques années, selon le professeur Marie-Germaine Bousset, on observait que 16% des femmes mouraient d'un AVC contre 8% d'hommes. Alors évidemment, il faut peut-être tenir compte du fait que comme les femmes vivent nettement plus longtemps, vieillissent davantage, meurent plus tard, c'est peut-être l'explication de cette plus grande quantité d'AVC. Plus généralement, et en me référant ici aux travaux de Claudine Junien, il me semble que la France, effectivement, est en retard par rapport à d'autres pays en ce qui concerne la recherche médicale et pharmacologique, pour la raison suivante, c'est qu'il s'agit essentiellement d'expérimenter sur l'homme ou sur des espèces animales, presque toujours avec des individus mâles. Et pour un certain nombre de raisons, c'est moins pratique d'expérimenter sur les femelles. Or, on continue, dit Claudine Junien, on continue trop souvent de généraliser à toute la population des résultats qui sont obtenus grâce à ces expérimentations faites sur les mâles et dont on n'a pas forcément vérifié qu'elles convenaient également aux femmes, qu'il s'agisse de connaissances en quelque sorte organiques, de diagnostics ou de médicaments. Les essais cliniques donc incluent généralement beaucoup moins de femmes que d'hommes, et les femmes font 2 fois plus d'accidents secondaires liés aux médicaments que les hommes. Donc ça pose un problème en médecine et en pharmacologie. Dans la revue médicale suisse, j'ai lu par exemple, pardon si j'enfonce des portes ouvertes, je cite, « Des posologies standards différentes entre hommes et femmes mériteraient d'être systématiquement proposées pour certains anti-infectieux, anticancéreux et autres traitements requérant un ajustement posologique précis. Cela atténuerait le surcroît démontré d'effets indésirables touchant les femmes. » Fin de citation. Donc la prise en compte de la différence sexuelle est cruciale dans le monde médical et notamment pour les femmes aujourd'hui. Alors je terminerai ces considérations par quelques mots sur le corps féminin, parce que ça m'a beaucoup occupée dans le passé, dans la médecine procréative et l'inégalité des hommes et des femmes dans ce domaine. En effet, dans tous les cas de la procréation, qu'il s'agisse de la procréation naturelle ou de la procréation assistée médicalement, la fonction masculine est, je dirais, très limitée. Elle est essentielle, certes, mais elle est très limitée, à savoir la fonction, le rôle du sperme. Alors que, dans tous les cas, les femmes doivent assurer, en quelque sorte, la grossesse, l'accouchement, qui n'est pas une petite affaire. Et dans le cas de la médecine et de l'usage des biotechnologies, lorsqu'il s'agit, par exemple, de prélever des ovocytes sur des femmes, c'est une autre histoire que de recueillir un don de sperme. Et c'est des histoires très dangereuses,
Donc je dirais quelques mots sur ce point, parce qu'il me semble que les femmes sont dans le monde entier, pas encore en France, et j'espère que ça va durer, mais dans le monde entier, les femmes souffrent d'une exploitation, alors plus ou moins ici ou là, bon, il y a tous les grands instituts américains, de cette idéologie technocratique qui réduit la totalité des êtres vivants, hommes et animaux, à des produits fabriqués. Dans cette perspective, par exemple, on rêve, Dieu sait pourquoi, de fabriquer un utérus artificiel, enfin si on sait pourquoi, parce qu'elle permettrait d'externaliser complètement la fabrique des humains, entre guillemets. Serait-il encore tout à fait des humains? Parce qu'un fœtus, quand même, ça vit dans un corps féminin qui marche, qui parle, qui rit, qui pleure, qui écoute de la musique. Qu'est-ce que ce serait qu'un fœtus qui se développerait dans une machine? Est-ce que ce serait le même petit humain que celui qui se développe dans le corps d'une femme? On rêve aussi, donc, on rêve de se passer en fait des femmes pour procréer, ce serait beaucoup plus pratique. On rêve aussi de pratiquer des changements de sexe, qu'on les appelle sexe ou genre, il s'agit quand même souvent de changements organiques, et souvent aussi, il faut bien le dire, je ne parlerai pas comme certains de cosmétiques, mais enfin de changements plus apparents que réels, puisque la reconstruction d'organes, comme le pénis par exemple, ne sont pas réellement des organes fonctionnels. Mais l'important, c'est que tout ceci représente un très vaste et nouveau marché. Je veux dire, si on en parle autant, si c'est si important, c'est parce que derrière tout cela, il y a des entreprises, des métiers, etc., qui espèrent ou gagnent déjà beaucoup d'argent. L'idéologie technocratique se conjugue, il faut l'ajouter, avec une idéologie néolibérale, ou je dirais ultralibérale et individualiste, qui est née aux États-Unis. J'évoque l'école de Chicago, Hayek, Gary S. Becker, par exemple. Cette idéologie ultralibérale, elle réduit toutes les relations sociales, je n'exagère pas, à des relations économiques. Chacun devient, dans ce cas, à la fois, certes, un producteur, un consommateur, mais aussi, en généralisant le terme, une ressource humaine, y compris avec son propre corps. Et Gary Becker ose parler, par exemple, de capital humain. Nous sommes des producteurs, des consommateurs et des capitaux. On a tous un capital humain, par conséquent, on peut aussi le vendre. Le juriste et professeur au Collège de France, et j'en ai presque fini, Alain Supiot, remarquable penseur et connaisseur du droit, n'a cessé d'ailleurs de nous alerter sur l'évolution de nos sociétés vers ce qu'il a appelé un marché total ou vers le tout marché ou encore la société de marché, auquel, je dois le reconnaître, le droit français continue de résister encore aujourd'hui. Les conséquences, en tout cas, de ces deux idéologies sont très différentes pour les hommes et pour les femmes, notamment celles qui sont impliquées dans le baby business et les instituts de reproduction humaine, qui sont les entreprises à but très lucratif, qui sont développées aux États-Unis, où on peut absolument tout acheter, les gamètes mâles ou féminines, et où on peut rémunérer effectivement des surrogate mothers, des mères dites de substitution. Par conséquent, et pour terminer, je dirais que la médecine se trouve à beaucoup d'égards à un carrefour décisif. Et face à ce carrefour, eh bien, elle a le choix entre rester fidèle à sa mission éthique, c'est-à-dire essentiellement le souci de la santé, mais surtout aussi le respect de la personne humaine dans son unité psychique et corporelle, ou bien de se laisser dériver, comme dans certains pays, vers un productivisme et une société de marché au mépris de l'intégrité personnelle et en particulier celle des femmes. Merci.